bonjour. On a essayé les micros, hein. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, comme pour dire le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, une problématique d'actualité, hein, nous allons nous pencher sur ça. Donc 2024, année de la jeunesse. Ce n'est pas de nous sur ce plateau de l'avocat défenseur de l'Afrique et de son équipe, mais de non moins que le chef de l'État lui-même, son Excellence Denis Sassou Nguesso, lors de son dernier discours à la nation, il a comme ça décidé de décréter 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Évidemment, depuis ce jour, toute la jeunesse est en ébullition. Et la problématique qui se pose sur ce plateau, c'est, oui, 2024 année de la jeunesse, mais que devons-nous y comprendre? Que doivent y comprendre les jeunes? Comment ils se positionnent par rapport à ça? Quels sont les moyens en leur possession pour qu'ils puissent vraiment bénéficier? Et que peut faire concrètement l'État pour cette jeunesse-là? Sur ce plateau, la jeunesse va être représentée par Christella Bemba. Elle est étudiante. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voix d'Afrique, qui est lui présentateur ici d'émission TV, lui aussi, il est jeune, tout comme Christella qui est avec nous, et il va aussi valablement représenter cette jeunesse. Dixon, bonjour. Bonjour Alexis Bongo. Voilà, il y a de l'hésitation? Non, pas d'hésitation. Évidemment, parce que ce retour-là est un peu hésitant, à moins que nous n'ayons mal compris les choses. Peut-être que les jeunes n'ont pas aussi bien compris la passe en or que vient de leur faire le chef de l'État. Vous savez, nous ne le dirons jamais assez, on est fatigué des Diables Rouges du Congo, même quand c'est un penalty. Tout le monde a dit enlever les chemises et tout ça, on est content déjà, quelqu'un vient y tire dans le décor. Ça nous fatigue, depuis ce jour-là, c'est fini. On ne veut plus rien savoir et même le chef de l'État a dit il faut qu'on regarde ces choses-là objectivement parce que ça énerve les Congolais. Mais quelqu'un de mieux indiqué que nous, un patriarche, un visionnaire qui pour nous est un papa, avait écrit pour la jeunesse congolaise, donc cri du cœur pour la jeunesse congolaise, sur ce plateau de Convergence et révolution culturelle. À l'époque, nous avions analysé, il y avait eu des regards croisés ici pour aller en profondeur dans le texte, dans ses écrits. Lui-même n'était pas là et donc nous avons bondi sur l'occasion pour le faire venir là et le mettre sur le banc des accusés. Est-ce que Dieudonné Antoine Gonga, c'est de lui qu'il s'agit? Est-ce que c'est pas lui qui aura inspiré comme ça là, voilà, ce décret, ce discours? Voilà, on ne sait jamais parce que le chef de l'État s'inspire aussi de ce que ses concitoyens, de ce que le peuple, des aspirations du peuple. Et donc, c'est vraiment une agréable surprise pour nous qu'il ait comme ça là, lancé ce cri du cœur pour la jeunesse congolaise et que, quelques mois plus tard, le chef de l'État décrète 2024 comme année de la jeunesse. Et donc, Dieudonné Antoine Gonga, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, nous, sur ce plateau, nous ne sommes pas des sachants. Les jeunes sont tout oreilles. Nous aussi, tout oreille, tout oui. Maintenant, nous disons, nous comptons sur vous pour que vous puissiez analyser en profondeur, à la lumière de votre livre, ce discours et cette décision exceptionnelle du chef de l'État. Mais en attendant, on s'adresse d'abord à ces jeunes-là, puis on revient sur vous. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur ce plateau avec vous. Donc, lorsque nous bavardons comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, toutes vos remarques par SMS en mettant vos noms. Comme ça, on va les lire en live. Comme ça, vous pourrez vous aussi participer à cette émission. Alors, Christella Bemba, Dixon Klaus Pimbi, la balle est dans votre camp. 2024, année de la jeunesse. Lorsque vous entendez tout ça, avec toute l'introduction qu'on vient de faire, qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Moi, vous me permettez de commencer, monsieur Dixon? Honneur aux dames, bien sûr. Aux dames. Même si vous revendiquez l'égalité désormais. On vous écoute. Moi, pour ma part, je suis extrêmement contente qu'on ait déclaré 2024 comme étant l'année de la jeunesse.
ça me donne beaucoup d'espoir. De l'espoir dans le sens où j'espère que durant cette année académique, ou plutôt, excusez-moi, durant cette année, on va prendre en considération tout ce qui est défaillant à propos des jeunes. L'éducation, même la santé des jeunes, l'emploi. Tout ce qui concerne les jeunes sera pris au millimètre près. Comme ça, cette année, qu'on puisse... Pour nous qui sommes des jeunes, peu importe le domaine. Donc, je suis vraiment contente que ce discours ait été prononcé et qu'on nous donne... Voilà, c'est une manière de donner la parole aux jeunes. Quels sont vos problèmes? Quels sont vos maux? Quelle est la solution qu'on peut vous apporter? Vous êtes malade, vous êtes les jeunes, vous avez une maladie. Il n'y a que les jeunes pour identifier ce qu'ils ont comme problème. Et aujourd'hui, on nous donne la possibilité de parler, de dire ce qui ne va pas et de pouvoir avoir une solution dans les jours à venir. Donc, c'est franchement de l'espoir et une joie pour nous qui sommes les jeunes. La parole est donc aux jeunes, mesdames et messieurs, chers jeunes. La parole est à vous. Prenez-la. Parce que justement, c'est vous qui pouvez expliquer avec vos mots le mal qui est votre là, de quoi vous souffrez exactement, pour que nous puissions trouver solution à ce problème. Parce que quelqu'un avait dit, tout ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est fait contre eux. Dickson Klaus Pimbi. Alors, moi, je dirais ceci. Il y a beaucoup à dire quand même sur ce discours. Je suis assez curieux, envie de découvrir la suite, parce que ce discours, pour moi, il n'est pas extraordinaire. Il ressemble à d'autres discours que nous avons entendus. Il est un discours jumeau au discours précédent. Ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est que il ne suffirait pas de tenir des discours. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la suite après le discours tenu. Parce qu'aujourd'hui, justement, les jeunes, comme disait tout à l'heure M. Romik dans une émission, est-ce que finalement ce n'est pas un rêve qui se pérennise, puisque les problèmes que nous évoquons aujourd'hui sont les problèmes d'hier, ce sont les problèmes qui demeurent. Ça servirait à quoi de parler d'années de la jeunesse lorsque, en amont, il y a eu des discours, justement, qui, pour moi, étaient plus ou moins dits en faveur de la jeunesse, dans l'optique de la résolution des problèmes de ces jeunes. Mais quand on constate, quand on fait une analyse pertinente, une observation pertinente sur ce qui doit se faire, sur ce qui s'est fait sur le terrain, on a l'impression qu'il n'y a pas de bon. Que ça n'avait été que du vent. Justement. Donc, moi, je ne vais pas me laisser emballer. J'ai des choses en tant que jeune. Personnellement, j'ai des choses à dire aussi à M. le Président. Et ici, je pense qu'il ne s'agit pas ici de tenir un discours partidaire parce qu'on est soi-disant dans un parti politique ou... Non, ici, il s'agit d'un citoyen qui parle et qui parle au nom des autres. Mais tous ici, nous sommes la société civile. On n'est pas en politique sur ce plateau. Effectivement. Et je pense... Parce que quand on fait une observation assez pertinente... Il vous reste 30 secondes. Je vais finir en disant ceci. Le président de la République, il est toujours... Quand on écoute ses discours, on sent qu'il est engagé, c'est un homme militant. C'est assez naturel, tout président devrait être militant, le premier citoyen militant de sa nation. Mais dans le militantisme, il y a deux phases assez importantes. Il y a la phase de la démonstration, de la construction et la démonstration de l'argumentaire. Et il y a la phase de la pratique. Dans la phase de la pratique, le militant, il est sur le terrain et il entreprend la proximité avec les personnes dont il défend. Il doit entretenir cette proximité-là. Il a dit dans son discours que je connais vos attentes. Mais moi, j'ai des doutes. Parce que pour connaître véritablement les attentes de cette jeunesse, il faudrait écouter s'exprimer ces jeunes. Mais ces jeunes-là ont peur de s'exprimer. Le président de la République ne connaît pas les attentes des jeunes. Je veux dire ceci. Le président... quand il dit qu'il connaît, il a ses mots, c'est une conviction. Non, mais vous n'en êtes pas sûr. Moi, en tant que jeune, je voudrais dire ceci. Qu'il est important pour nous de s'asseoir, qu'il y a un cadre entre l'autorité et la jeunesse. Pour qu'ensemble,
qu'on évoque les problèmes qui nous concernent et ça nous emmènerait à être rassurés qu'évidemment le président connaît les problèmes des jeunes. C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Rapidement, il faut chuter. Ce n'est qu'une introduction parce que l'invité à l'honneur, c'est l'écrivain Dieudonné Antoine Gonga. Mais ce n'est que normal. Mais on ne vous interdit pas d'avoir des doutes. On a compris que vous doutez de ça. C'est libre à vous de douter. Je voudrais, le seul jeune à douter. Vous voulez vous expliquer? Évidemment. C'est pourquoi 30 secondes s'il vous plaît. Monsieur Dieudonné est là. Oui. On va en parler, on va poser toutes les questions possibles. Et sincèrement, moi je le dis pour finir, je ne me laisse pas emballer, je suis plutôt curieux. Et donc, voilà. Voilà, donc Dickson Klaus ne se laisse pas emballer, certainement qui représente aussi une frange de la jeunesse qui se dit « Ah non, déjà on a déjà entendu des choses et d'autres, mais nous sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, on n'en est pas moins heureux d'avoir entendu, ça a été une décision prise au sommet de la République en faveur des jeunes, quitte à ce que tous tels que nous sommes, nous mettions du contenu dedans. Sinon, notre papa qui est mieux outillé que nous va certainement analyser encore en profondeur pour nous, pour que nous comprenions. Oui. J'aimerais juste dire 2 mots au début. Pour réagir, oui. De ce que M. Dickson a dit. C'est vrai, on a déjà entendu ce genre de discours. Il a dit qu'il y a eu des discours jumeaux à ce genre de propos où on promet et on ne concrétise. On ne réalise pas du tout. Seulement que là, la différence, elle est où? La différence, c'est que là, on a dédié directement toute cette année aux jeunes. On n'a pas dit que les jeunes vont faire partie d'un projet parallèle à un autre. Non, on a dit que c'est pour les jeunes. Ce qui veut dire que rien que le fait qu'on ait dédié cette année aux jeunes devrait nous donner, ce ne serait-ce qu'une toute petite lueur d'espoir qu'on sera écouté. Ce n'est pas la même manière que si on avait tout simplement donné un autre programme et mettre les jeunes en parallèle. Vous comprenez? Donc là, pour moi, pour ma part, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce discours, cette année, pour moi, c'est un motif d'espoir pour les jeunes. Nous pensons, vous allez, déjà, la thèse et l'antithèse est là, excusez-nous, il y a thèse et antithèse. Ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? C'est que le chef de l'État, de la même manière qu'à une certaine époque avait donné le pays entre les mains de Dieu, voilà, mais l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse, il aura comme ça là, taillé pour les jeunes la part du lion. Donc il faut que les jeunes reconnaissent quand même que ça a été taillé pour eux et qu'ils doivent faire des pieds et des mains pour qu'ils bénéficient énormément. C'est-à-dire les jeunes qui entrent en 2024, là tel que nous sommes entrés, ils ne vont pas en sortir tels qu'ils sont entrés. Rapidement, quelques secondes parce que... Quelques secondes. Oui. Je disais que j'étais curieux. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que je me pose des questions si Christella a suivi les premiers discours du président de la République. Oui, tous nous avions suivi toutes choses. Allez-y droit au but, oui. Il y a ce qu'on appelle par le Conseil consultatif de la jeunesse. De la jeunesse. Institué par le président. Donc ça, ce n'est pas une exception, s'il te plaît. Ce n'est pas une exception. C'est un discours bien qui nous concerne, mais en matière d'observation, ou je dirais en matière de, lorsqu'il y a la volonté d'aider ou d'accompagner la jeunesse, ce discours ne sort pas de l'ordinaire. Autrement dit, il est creux, il est vide, ce n'est que du vent. C'est pas que je, non, bon, mais c'est quelque chose qui a été décrété de la même manière que le plan quinquennal, de la même manière que... Dans l'émission, n'est-ce pas? Mais ce que je voudrais dire, je pense qu'on comprend ici le mot curieux quand je dis que je suis curieux. Je veux simplement dire que de tels discours, je les ai entendus et je voudrais, je suis impatient de découvrir. Mais vous n'avez même pas remercié le chef de l'État d'avoir dédié l'année 2024 aux jeunes. Vous voyez comment les jeunes sont ingrats. Déjà, ça a été comme ça décrété, année de la jeunesse, pour vous permettre... C'est pourquoi je disais que vous êtes comme les Diables Rouges du Congo. On provoque un penalty, vous arrivez, vous confondez vitesse et précipitation, on tire dans le décor. Vous n'avez même pas commencé par remercier. Et du coup, vous avez critiqué, mais libre à vous. Mais nous avons un invité. Oui. S'il vous plaît. Bon, j'ai déformé. Donc, vous avez une minute pour ajuster votre pensée. Va réagir. Oui. Nous sommes à la notre télé, papa. À la télé. Faites attention à nos propos. Mais non, mais vous aussi, vous faites attention à vos propos. Merci à Monsieur le Président. Est-ce que vous l'aviez fait? Non, mais reconnaissez.
Mais les jeunes ne reconnaissent jamais rien. Vous ne l'avez pas fait. Reconnaissez. C'est un premier pas. Même dans les maisons, c'est comme ça. Papa donne quelque chose, maman donne quelque chose. On ne dit pas merci, on est parti. Pas vers ce qu'on dit, les problèmes de la jeunesse. Première chose à arranger. D'accord, je dirais pas merci, je ne vais pas remercier parce que vous me le demandez. Il y a de la difficulté pour vous rattraper. Oui. Que le remerciement se fait de façon cordiale. Et je le ferai au moment opportun au cours de cette émission. Vous aurez un moment pour le faire au cours de l'émission? Vous le dites, mais je le ferai parce que je pense que ça viendrait de mon cœur et je vais le faire tout naturellement. Donc jusque-là, c'est pas encore venu de votre cœur? C'est pas le moment, puisque je viens... C'est pas encore le moment, ça n'a pas encore germé. Je représente les jeunes plus sceptiques, désespérés. Non mais c'est normal, c'est pas mauvais. Je représente la jeunesse plus ou moins désespérée. Exact. Je représente la jeunesse sceptique même, la jeunesse qui ne croit plus. Qui attend beaucoup du président de la République depuis des années. Très bien. Donc, ici, je suis un jeune conscient, je viens pas pour... je suis un jeune conscient, je viens dire des choses parce que je fais partie de cette jeunesse intellectuelle qui observe, qui réagit, qui participe au débat, qui comprend, qui connaît les problèmes. Très bien, mais la jeunesse intellectuelle doit aussi savoir dire merci. Intellectuel ou pas, on doit savoir dire merci dans des émissions. Mais oui, dites merci au président de la République, là. Mais je le fais de temps en temps. Non, mais maintenant. Oui, mais ça n'engage que moi. Ok, jusqu'à ce que ça germe dans le cœur. Papa, nous l'avions fait expressément. Vous avez vu, il y a d'un côté les jeunes qui y croient, de l'autre les jeunes qui n'y croient plus. Et il y a nous autres aussi qui sommes un peu intergénérationnels entre vous et les jeunes, qui demandons un peu à ces jeunes-là de savoir apprécier les choses, quand bien même il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais vous aviez écrit autrefois cri du cœur pour la jeunesse congolaise. Ça veut dire qu'il y avait matière à réflexion, il y avait des raisons valables. Alors quand vous découvrez cette année, le président de la République lui-même décrété 2024 année de la jeunesse, en tout cas les jeunes tels qu'ils sont là, et nous aussi, nous sommes tout oreilles. Quelle analyse faites-vous? Quelles réactions avez-vous à chaud? En direct, le Congo, l'Afrique et le monde entier vous suit. Merci, monsieur Alexis. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai une voix très enrouée. De toute façon, nous avons pris Manu Militari, voix enrouée ou pas, vous êtes obligés de prendre vos responsabilités. Ce que je voudrais revenir sur ce que, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit ou bien Madame Christelle ou bien Dixon. Christella ou Dixon. Christella, je pense que je ne suis pas l'homme qui puisse influencer le président de la République. Ah, c'est nous qui avions évoqué peut-être oui. Pas influencé, peut-être que ça a inspiré, mais... Non, on a la chance d'avoir un président, notre chef d'État, et il observe beaucoup. Ah. Mais j'ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant la transition, et c'est un homme qui observe. Et le moment venu, il a dit ce qu'il fallait. Mais en revanche, moi je suis même sur ma faim. Pourquoi décréter seulement 2024, année de la jeunesse? La jeunesse a tellement de problèmes qu'il faut même étendre cela. Voilà, une année insuffisante. Oui, une année non. Ça peut être un plan quinquennal. Oui, un plan quinquennal de la jeunesse. Jeune. Qu'on s'occupe de la jeunesse. Il y a beaucoup de problèmes. Les majoritaires dans la population congolaise, oui, la jeunesse, justement. Parce que cette jeunesse dont on parle aujourd'hui, mais moi je suis de cette génération qui malheureusement a fait sombrer la jeunesse. Vous savez que c'est nous, notre génération. C'est votre génération qui a fait sombrer la jeunesse. Il faut le reconnaître. Ah, on est heureux de l'entendre. Non, mais moi je le reconnais. Vous le reconnaissez, ça nous fait du bien. Je profite de votre plateau pour demander pardon à cette jeunesse. Wow, au nom de ma génération. Si les autres ne veulent pas le reconnaître, mais moi je le reconnais. Tout d'abord, c'est nous qui avons créé les milices. Nous avons créé les milices. Les ninjas, les cobras, les cocoy et autres mambas, c'est nous qui les avons créés. Pourquoi? Sans oublier les Obévillois. Oui, les Obévillois, les cocoy, c'est les cocoy. Oui. Le président Yombi m'avait dit un jour, Dieu donné, c'est une erreur que nous commettons, nous, de remettre des armes aux civils. Parce que les armes entre les mains des civils sont une bombe qui peut exploser. Ces jeunes-là, on leur a donné des armes. Pourquoi? Il y en a qui ont pensé que la démocratie était en danger, qu'il fallait la sauver. Voilà la première erreur que nous avons commise. D'ailleurs, à ce propos, j'ai écrit un article, plutôt un livre, que j'ai intitulé « Des milices d'État aux milices privées ».
Il y a eu dans ce pays des milices d'État. Au temps de la GMNR. Il y a eu la milice de la GMNR, il y avait les milices ouvrières et tout, mais ils étaient canalisés. Mais après, il y a eu cette pagaille, on a armé les jeunes, et maintenant, on voit ce que nous avons semé. Et moi, je pense que si on n'avait pas armé les jeunes, on n'aurait pas aujourd'hui les Cobras et les autres. C'est-à-dire, en armant les jeunes... il n'y aurait même pas les Koulouna qui sont dans le Oui, les Koulouna. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, mais il faut le reconnaître, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que ces jeunes, si on ne leur avait pas donné les armes, peut-être ces jeunes, aujourd'hui, seraient autres. Mais en dehors de ça, les jeunes sont oisifs. Or, la l'oisiveté est la mère des vices. Mais ces jeunes-là sont oisifs. Ils ont des armes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut se mettre à braquer, à faire n'importe quoi. Donc, il faut chercher à occuper ces jeunes. Tout d'abord, il faut revoir le système éducationnel, le problème de sanitaire et le problème d'emploi. Le Congo, M. Alexis, est un grand chantier, un chantier permanent. Nous sommes, d'après les derniers recensements, 4 600 000, 6 millions 4 600 000. 4 millions et quelques. 4 millions et quelques. Mais nous sommes un grand chantier. Si aujourd'hui, on décrète qu'on réhabilite le chemin de fer Congo-Océan, qu'on construit le barrage de Kouilou, qu'on réhabilite le réseau routier, je vous assure, beaucoup de nos jeunes seront occupés, il n'y aura pas de chômage. Dans le temps, le président Youlou avait créé ce qu'on appelle le service civique. Le service civique, vous ne l'avez pas connu, mais c'est là où il y avait des jeunes qui n'avaient pas réussi à l'école, qu'on avait mis là-dedans. Et c'est des services civiques qui sont sortis au bas pour nous. Et Aquala qui jouait dans l'Étoile et Maxime Anchima, pour ne citer que. Parce qu'on les occupait. Et ceux qui pouvaient sortir de là avaient un emploi. Ils allaient aussi s'occuper des travaux champêtres et agricoles. Donc, il faut qu'on occupe la jeunesse. C'est ça le grand problème. Mais le chef de l'État, c'est bien ce qu'il a dit. Mais moi, j'irai plus loin, Monsieur le Président. Je requiers qu'il vous plaît, c'est de décréter un plan quinquennal de la jeunesse. Par exemple. En tout cas, nous, sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous disons un plan quinquennal, déjà oui, mais sinon il faut ajouter encore plus d'eux, parce que la jeunesse, c'est un chantier, c'est comme une forêt vierge encore. Il y a à boire et à manger hein, là-dedans. En tout cas, 5 ans, 7 ans, ce serait bien pour qu'on puisse comme ça s'occuper de la jeunesse, parce qu'on a vu ça avec la municipalisation accélérée. On avait commencé, et comme on n'avait pas fini, on était revenu sur Brazzaville ou bien sur Pointe-Noire, quelque chose dans le genre, histoire de finaliser. Alors donc, c'est très bien la proposition de 5 ans. Et nous ajoutons plus d'eux. Mais encore, quelle autre chose, quelle autre problématique? Ce qui me déçoit, c'est ces jeunes-là qui sont maintenant en ébullition, qui se conduisent toujours en turiféraire. Vous voyez, en turiféraire, en laudateur du chef de l'État, partout dans tout le discours, comme l'a dit le chef de l'État, année de 2020. Mais non, qu'est-ce que nous proposons? Tout à l'heure, on a parlé du conseil consultatif de la jeunesse. De la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle attend? Depuis là, qu'est-ce qu'elle a proposé au chef de l'État? Je pense que le chef de l'État a beaucoup fait. Fait beaucoup. Il y a même le conseil consultatif, je pense, pour la paix, de la jeunesse, des femmes. Il y a même des sages. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, hein, M. Alexis? Normalement, tout le monde devrait mettre la main à la pâte. Mais il faut qu'on mette la main à la pâte. Pour que ce soit vraiment l'année de la jeunesse. Nous sommes d'une génération qui s'en va. Je suis dans ma 79e année. Wow. Mais quel Congo on va vous laisser? Vous viendrez cracher sur nos tombes, vous direz que voilà, c'est vous qui avez tout fait tout cela. Nous sommes responsables de ce qui nous est arrivé. Mais il faut qu'on se rattrape. Allô? Allô? Bonjour, M. Alexis. Ah, bonjour. Je suis en train de suivre votre émission. Je voudrais poser une question à M. l'invité. On vous écoute. J'ai du mal à vous recevoir. Ajustez le son, la technique là-bas. Le son, s'il vous plaît. On vous écoute. Ah,
il faut vous éloigner de la télé. Quand vous posez vos questions, il faut vous éloigner de la télé. Alors papa, là, les téléspectateurs bouillonnent d'impatience. Vous avez 5 minutes pour continuer votre analyse et on ouvre. Non, vous pouvez ouvrir le débat. On peut ouvrir le débat. Dickson Klaus Pimbi, lorsque vous entendez papa comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Christella Bemba. Oui, moi je rejoins Monsieur Dieudonné. Timidement ou bien... Il est là. Allô? Oui. Bonjour, on vous écoute. Je veux poser une question à votre invité. Vous êtes en direct. Monsieur l'invité, que pensez-vous de la jeunesse actuelle? Est-ce un abandon de nos autorités, différemment de votre jeunesse d'hier? Je voudrais avoir un peu des éclaircissements sur ce point-là. Parce que vous avez dit que vous avez comme demandé pardon à la jeunesse congolaise du fait que vous étiez peut-être à l'auteur de beaucoup de dérives. Il fait partie de la génération là qui a... Oui. Qui a emmené un peu la dérive. Mais quelles sont les solutions que eux, ayant compris cela, peuvent vous proposer au gouvernement pour pallier un peu aux déviances de notre société? Très bien. C'est compris, papa? Oui, j'ai compris. Et effectivement, dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle « Piste de solutions ou remèdes ». Ah. Oui. Je pense le premier, que faut-il faire pour l'avenir de la jeunesse congolaise? Tout d'abord, il revient à la famille, les parents. Parents biologiques, oncles, tantes, cousins, cousines, de réhabiliter et de sauver coûte que coûte la jeunesse marginalisée et ipso facto continue à se désintégrer progressivement, comme disait Monseigneur Batantou. Et d'ailleurs, d'après le docteur Mbandinga, l'enfant est comme une plante qu'il faut entretenir avec suffisamment d'attention et beaucoup de patience. Nous, on ne l'a pas fait, moi je le reconnais. Je n'ai pas honte de le reconnaître. Je suis même triste. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé faire la jeunesse. Nous, en notre temps, je reviens à ça, vous direz que je suis conservateur, un passéiste, mais chez nous, en notre temps, il y avait la loi Portela. La loi Portela nous interdisait, nous, les jeunes de moins de 16 ans, d'aller dans les buvettes. Les buvettes, c'est une vraie boisson. Nous, on n'allait même pas acheter la boisson des parents. Justement. Dès que 18h30 sonnait, 18h plus tôt, tous les enfants couraient. Parce qu'il y avait à l'époque un inspecteur de police qu'on appelait Matingu. Alors on avait peur, quand il vous prenait, hein, on vous amenait au commissariat et les parents devaient venir débourser 600 francs à l'époque pour vous libérer. Il suffit que le policier faisait quelque chose de comportement, nous dit Matingu est là, tout le monde fouiller. Malheureusement aujourd'hui, quand moi j'observe le fait que je sois dans un quartier très populeux, dès 9h, les jeunes sont agglutinés autour des tables pour ingurgiter des bières. Suite avec ce phénomène de 3 bières à 1000 francs. Ouais, oui. Les gens boivent. Mais l'alcool amène à la déchéance. Mais ces gens-là boivent pourquoi? Parce qu'ils sont désœuvrés. J'ai discuté avec un chauffeur de taxi. Il m'a dit, grand frère, moi quand j'ai mes 500 francs, je préfère m'asseoir, acheter mon gamouche. Je ne sais pas si on dit ça encore. Gamouche à l'époque. Non, à l'époque, nous c'était les gamouches, les gamouches de lait là. Nous aujourd'hui c'est le tumbas tout simplement. Ah, bon, les gamouches. Voilà. Et un morceau de manioc. Et puis ma bière, quand je nzenga, je rentre, je suis peinard. 500. Donc, il ne va même pas plus loin, il n'envisage pas. Aujourd'hui, ces jeunes qui travaillent, ou bien qui ne travaillent pas, qui travaillent même chez des particuliers congolais, quelle est leur retraite? Déjà, rien du tout. Déjà, nous qui avons déjà travaillé à l'État pour percevoir la retraite, c'est problématique. Très problématique, hein, je vous le dis en connaissance de cause. Donc, aujourd'hui, ces jeunes, non, ils ont un avenir hypothéqué. Justement, les pistes de solutions dans votre livre. Oui, c'est là. La famille, et puis, je vais tout... La famille doit prendre ses responsabilités. Avant que vous puissiez... Oui, réaction. En parlant de la famille, il faut noter aussi que de nos jours, des enfants, je veux dire que je vais aller sur l'éducation sexuelle des jeunes. Aujourd'hui, ou avant, c'était un tabou et on laisse les jeunes aller découvrir d'eux-mêmes ce qu'ils ne devraient pas découvrir d'eux-mêmes. Ce qui fait que 16 ans, 15 ans, 14 ans, on a des jeunes mères, on a des jeunes pères
qui parfois les parents laissent se démerder seuls. Ces parents-là, de 14, 15 ans, quand ils auront 30 ans, ils n'auront pas d'expérience, ils n'auront pas de choses à transmettre à leurs enfants. Et ces enfants-là vont constituer une jeunesse plus tard, n'est-ce pas? Pour ce genre de situation, pour ce genre de parents, pour ce genre de mères, qu'est-ce que vous leur proposez comme solution? Je vais prendre mon propre cas. Moi, ma maman, je sais qu'elle nous regarde, m'a mise au monde à l'âge de 16 ans. Mais quand on me voit, on ne saura pas que j'ai une mère très jeune, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de mères qui ont la chance comme elle d'avoir des parents qui seront là pour les soutenir. Jusqu'à avoir une fille comme moi. Mais pour ceux-là qu'on laisse dans la rue, pour ceux-là qu'on chasse, qu'est-ce que l'État prévoit? En Europe, par exemple, un enfant de 15 ans, 16 ans qui a un enfant, l'État te donnera quelque chose pour t'aider à subvenir aux besoins de ton enfant. Mais ici, les filles mères, les garçons pères, précocement, est-ce que... Non, monsieur Alexis, vous savez, dans les années 64, 63, après la Révolution, il y avait une loi qui mettait en prison, du moins qui engageait des poursuites contre tout auteur de mise en grossesse d'une fille mineure de l'école. Ah. La loi est là, elle n'a jamais été abrogée. Sauf qu'on ne l'applique plus. On ne l'applique plus, par exemple. Donc, on faisait tout pour qu'il n'y ait pas de délinquance. Il y a eu sécuriser la jeune fille. Oui, sécuriser la jeune fille et même le garçon. Et même le garçon aussi, parce qu'il avait peur. Aujourd'hui, Christella, c'est Christella, votre oui, Christella, oui. Vous parlez de ces jeunes qui cherchent à se découvrir sexuellement. Mais écoutez, nous, dans notre... je suis de notre coutume, là, nos coutumes à nous. On n'a pas besoin d'éducation sexuelle. Ça, ce sont des... Chez nous, les Bantous. Non. Chez nous, les Bantous, ça, ce sont des trucs de Mindélé qui nous imposent, comme ils nous imposent beaucoup de choses. Je vous citerai un exemple piégé. J'ai des enfants qui, certains, ont des femmes étrangères. Un jour, ils sont venus me voir. Ils étaient là, monsieur et dame. Ils regardaient la télé. Ils ont voulu s'embrasser. J'ai dit, oh là là, ces choses-là, c'est pas chez moi. Hein. Ah oui. Si vous voulez vous embrasser, allez ailleurs, mais pas au salon où je suis. Je leur ai imposé. Oh mais oui, mais toi tu es rétrograde. Je ne sais pas que c'est de rétrograde. Parce qu'aujourd'hui, on se laisse embobiner, influencer par les films, par les coutumes extérieures et tout. Oui, mais comment vous en êtes sorti, puisqu'il n'y avait pas d'éducation sexuelle sur la sexualité? Il n'y en avait pas à votre époque dans nos coutumes. Mais comment vous en êtes sorti, et puis de bonne manière, et que vous êtes exemplaire aujourd'hui, vous avez pu vous marier, avoir des enfants et les élever correctement. Comment est-ce qu'on fait dans nos traditions là pour que les enfants soient bien éduqués, sans pourtant qu'on parle de sexe? Mais dans notre tradition, en principe, la jeune fille était toujours aux côtés de la mère. Ah. La mère qui elle était à l'école de sa mère. De sa mère. Et bon, le garçon, lui, il était avec le papa, mais tout d'abord, c'était les études. Hein. C'était les études. Priorité, les études. Oui, parce qu'il se disait, mais si aujourd'hui, je mets en grossesse une fille, je n'ai pas de travail, j'aurai un enfant, comment je vais m'en sortir? À l'époque. Comme disait feu mon papa, à notre époque, on pensait d'abord à s'attraper une parcelle, se construire une maison, avant de penser femme. De nos jours, la réponse des jeunes, c'est un accident. C'est-à-dire? La réponse, très souvent, quand ça arrive... Ah oui, que c'est un accident. C'était involontaire. C'était involontaire, exactement. Oui, mais c'était un accident très volontaire. Hein. Ah. Vous savez, dans la vie, prenez le grand chauffeur. Hein. Tout chauffeur chevronné arrivera toujours à franchir la ligne continue. Hein. Et on nous ravira le permis de conduire. Pourtant, il est un chauffeur très chevronné. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de laxisme. Aujourd'hui, par exemple, nous, on n'avait pas d'argent de poche. Il y a des jeunes à qui des parents donnent 300 000 francs pour qu'il aille se défouler en boîte. Ça, j'ai des preuves, c'est authentique. Des parents qui faisaient cela. C'est pourquoi moi, je parle dans mon livre de la jeunesse privilégiée. Hein? Il y a jeunesse et jeunesse en fait. Oui. Il y a même une jeunesse très pauvre. Mais il y en a. J'ai fait le classement. La jeunesse privilégiée. Ça se trouve dans ce livre. Oui. Pour la jeunesse. Oui. C'est la jeunesse privilégiée, c'est la jeunesse de l'homme politique,
du ministre, du député, de ceci. Celui-là ne connaîtra jamais la misère du jeune lambda. Il est là. On vient même vous l'imposer pour être député dans telle circonscription, parce qu'il est l'enfant d'un tel. On a vu, ils sont au Sénat. Ils sont à l'Assemblée. Et ils n'entretiennent aucune proximité avec cette cité, avec cette population. Avec donc vous voyez, ces jeunes-là, ça c'est déjà une... Les jeunes tout en restant à des kilomètres de ces jeunes-là. On a l'impression d'avoir des dieux au ciel et oui, c'est ça. Oui, c'est ce genre de jeunes. Très bien. Et puis il y a la jeunesse délaissée, la jeunesse lambda. Délaissée pour compte. Oui, qui se débrouille. Sinon la jeunesse des damnés de la terre. Si vous voulez, je prends cette expression. Vous avez aussi parlé des Bangui, si je prononce bien, dans votre livre, ce livre, comme vous me l'avez prêté tout à l'heure. Vous avez parlé des Bangui, qui sont des lieux où on recueillait... Le Mbongi. Ah, le Mbongi. Le Mbongi. Les jeunes d'aujourd'hui. Le Mbongi. Le Mbongi. Mais vous savez, c'est pas votre faute, c'est pas de votre génération. Le Mbongi. On accueillait la veuve et les enfants lorsqu'on les chassait. Non, on n'accueillait pas... Non, attention, je m'explique. Les Mbongi, c'était en sorte la case principale du village, le foyer principal où on se réunissait, où tout le monde mangeait. À l'époque, on ne mangeait jamais seul. Chacun apportait un peu de macayabou, un peu de poisson fumé, un peu de pondou, on mettait ensemble. C'était plus vivant, c'était plus convivial. Donc les orphelins étaient élevés dans ce Mbongi-là. Ah, les orphelins en profitaient. On va en profiter, puisque chez nous, il n'y a pas. C'est maintenant qu'on voit qu'on a déposé des orphelinats, des jeunes par-ci, par-là. En notre temps, ça n'existait pas. À votre époque, il n'y avait pas des enfants de la rue? Il faudra aussi dire que ces enfants de la rue viennent du fait que nos familles ont pour habitude, lorsque le père meurt, on chasse les enfants, oui. Ça ne se faisait pas à l'époque? Non. Moi, je vous dirais, moi, personnellement, j'ai vécu ça. J'ai perdu mon père, j'avais 11 ans. On nous a chassés de la maison familiale. Mais j'ai été récupéré par mes grands-parents. Mon grand-père était vendeur de poissons fumés, ma grand-mère vendait des arachides et de l'huile de palme. Ils m'ont élevé. Mais j'étais sorti d'un grand milieu parce que dans les années 55-56, nous on avait une maison avec électricité, l'eau courante et tout. Tout d'un coup, je me retrouve chez ma grand-mère, où on est allé me chercher dardar, un lit qu'on appelle le kourika. C'est le kourika, donc mon lit avec mon matelas et tout était coincé par... On imagine un peu la situation. Donc, je n'ai pas été abandonné, mes grands-parents se sont occupés de moi. Et qui plus est, j'étais servant de messe. Et l'église s'est bien occupée de moi. Très bien. Papa, on aimerait bien vous écouter, mais Dixon Klaus Pimbi, l'antithèse de tout ce que nous entendons ici. 5 minutes, parce que ça fait 50 ans que vous ne parlez pas là. J'appellerai pas ça antithèse. N'ayez pas peur des choses. On est en famille. Non, j'ai pas peur. En direct et en famille. Un intellectuel, c'est celui qui, naturellement, n'entretient pas de la peur. Donc je n'ai pas peur, puisqu'il s'agit de dire des choses pour le bien de notre pays, aussi parce que nous considérons notre président de la République et nous l'aimons beaucoup. Alors moi, ce que je voudrais dire ici, dans la mission, je dirais la mission de la résolution des problèmes de la jeunesse, devrait s'inscrire dans toute la période de mandat de celui qui est élu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année affectée à la résolution de ces problèmes. C'est vraiment toute une période de mandat de celui qui est élu. Ensuite, il doit y avoir, je parlais de proximité tout à l'heure, il devrait y avoir une vraie proximité entre le dirigeant, celui qui est élu. Il y a un contrat entre le président et le peuple. Il devrait y avoir une vraie proximité de sorte à ce que lorsqu'il y a un programme qui est émis, il y a des objectifs qui sont officialisés. On poursuit, on se met ensemble dans l'optique de l'atteinte, de la résolution des problèmes, mais aussi dans l'optique de l'atteinte de ces objectifs. Lorsque ça ne marche pas, celui à qui on a confié la charge d'une patrie devrait revenir auprès de ce peuple-là pour rendre compte, pour en parler. Il doit y avoir un cadre qui nous mettrait ensemble. Moi, je viens ici proposer quelque chose de très simple. Vous savez, quand je dis, à un moment donné, on se pose des questions, est-ce que réellement le président connaît les vrais problèmes des jeunes? Mais pourquoi je me pose ces questions? Parce que depuis qu'on parle de la question des problèmes des jeunes, ça fait des années, on ne voit pas... C'est pour ça qu'ici,
mon doute, il est normal. Et je propose ceci. Je voudrais donner une proposition ici à l'endroit des autorités qui nous suivent. Je pense... Parlez-leur en les regardant. Oui, moi, je pense que pour promouvoir des communications objectives en vue de la résolution des problèmes des jeunes, j'entends par communication ici aussi la liberté de l'expression, mettre en place une certaine chaîne de télévision, un certain cadre où les gens viendraient parler au président de la République. Parce qu'on a l'impression... Déjà, il y a la RCJ, la radio citoyenne de la jeunesse. Écoutez, moi je dis des choses en connaissance de cause. Je sais ce qui se passe. Il se passe des choses à un moment donné, on a l'impression que les gens empêchent des gens à parler sous un prétexte qu'on ne maîtrise pas. La liberté d'expression, vous revendiquez ça? Mais justement, il faudrait qu'à un moment donné, que les jeunes savent qu'au moment où moi je parle, le président de la République me suit. Et que les gens aient eu le courage de dire des choses. Tant qu'il n'y aura pas le courage de dire des choses, on ne va jamais s'inscrire dans une vraie envie de résoudre les problèmes. Ensuite, il faut promouvoir, vous savez, la République est la résolution des problèmes du pays ou des problèmes de la jeunesse. On devrait, lorsqu'il s'agit de cette mission-là même de la résolution des problèmes de la jeunesse, il faudrait se former en appareil, être comme une machine. C'est-à-dire qu'on travaille en connivence, en synergie, on conjugue nos efforts. Et moi, je voudrais dire quelque chose ici. Dans la résolution des problèmes de la jeunesse, il faudrait aussi promouvoir la culture des débats. Aujourd'hui, nous recevons M. Dieudonné Nganga. Il a écrit, mais il peut être porteur des solutions. Il faut promouvoir la culture des débats. Il faut écouter les jeunes. Il faut créer un plateau où il y aura la véritable liberté d'expression. Il n'y aurait pas de langue de bois. Parce que les gens ont peur. Et lorsqu'il y a la phobie dans l'expression, dans la communication, la personne ne s'exprime pas bon escient. Il faudrait que le président sache que nous avons besoin de lui quand lui il a besoin de nous. Il faut une vraie proximité, il faut écouter les jeunes, il faut créer un cadre où il n'y aurait pas de ministre ou de député, parce qu'on a des personnes qui ne nous représentent pas. Donc on balaye tous les ministres et les députés. Mais ce que je voudrais dire, ils peuvent être là, tant mieux. Mais ce que je voudrais dire, pas d'intermédiaire entre la jeunesse et le président de la République. Un face-à-face. Rapidement, 30 secondes. C'est un jeune qui côtoie la jeunesse. Et je côtoie la jeunesse plus que beaucoup d'autorités de ce pays. Écoutez les jeunes artistes musiciens d'aujourd'hui, ce qu'ils chantent. Mais c'est des vrais problèmes qu'ils évoquent. C'est des vrais problèmes qu'ils évoquent que certains n'évoquent pas là où ils sont. Les jeunes artistes d'aujourd'hui, quand vous les écoutez, mais pourquoi ils font passer leurs chansons sur YouTube? Parce qu'ils veulent exprimer quelque chose et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus. Et c'est ça toute la colère que nous avons. Nous n'avons en réalité tout ce que nous voulons. Nous voulons qu'on nous considère, qu'on nous écoute. Quelquefois, en tant que patriote, on a envie un jour de voir le Congo plus joli que la France, plus joli que la Belgique. Et c'est possible. Mais c'est possible lorsque l'autorité décidera de promouvoir la citoyenneté économique. On est donc le Congolais à être capable de produire afin de vivre. On réussira lorsque l'autorité décidera de promouvoir la citoyenneté sociale. J'entends par citoyenneté sociale la promotion de favoriser l'intégration sociale du citoyen. Il y a tous ces éléments, d'ailleurs vous en parlez dans votre livre. Donc il faut une vraie relation entre l'autorité et le citoyen. On les rencontre dans les conférences. Moi je vous parle, mais je sais de quoi je parle. Mais quelquefois ces autorités qui nous représentent, mais sont orgueilleuses. Vous les approchez, ils n'ont pas de temps pour vous. Mais toi qui me représentes, tu n'as pas de temps pour moi. Mais ça veut dire quoi? C'est incompatible. Tu me représentes, tu es censé avoir du temps pour moi. C'est ça que nous parlons. Et je voudrais suggérer, pour abonder dans son sens, je voulais dire ceci. Moi, j'irais même plus loin. Je pense que dans ce qu'a dit le président de la République, compte tenu des enjeux de la jeunesse, le président de la République ne devait pas tout traiter à travers le prisme de son bureau de Mpila ou de son village d'Oyo ou de Plateau. Que le président de la République, je ne suis pas son conseiller, mais il sait quelle amitié j'ai pour lui. Je lui suggérerais au conditionnel qu'il entame une tournée, qu'il aille dans les préfectures ou dans les régions rencontrer les jeunes. C'est-à-dire il ne faut plus qu'il attende que les fameux sages viennent lui relater ceci.
qu'il aille les intermédiaires, qui les mettent d'abord de côté. Qu'il aille discuter avec les jeunes et après il tirera la conclusion qu'il faut. Très bien. Nous sommes d'accord. Des véritables, mettre en place des cadres de transmis. Vous savez même... Mais on a compris la pensée. Mais oui, mais justement, il faut en parler, suffisamment. Oui, nous refusons aussi de parler. je disais ceci. Non, mais c'est compris. Maintenant, le problème, la question que je pose, vous allez répondre tous les deux. Vous avez des aspirations, vous voulez dire des choses, vous avez envie qu'on vous donne la parole. Des fois, le modérateur vous refuse la parole parce qu'il vous manque aussi la façon de dire les choses. Vous ne trouvez pas que ces jeunes-là, chaque fois qu'on leur tend le micro, ils dérapent, ils ne respectent personne, ils n'ont plus l'éducation d'antan, et sur les réseaux sociaux, vous faites bien une démonstration de votre façon de faire. Personne ne respecte aucun ministre, personne ne respecte le chef de l'État. Vous savez, même le chef de l'État qui vous donne cette année 2024, mais vous ne le respectez pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, quel est ce journaliste, quel est ce ministre, quel est ce député, quel est ce représentant qui prendrait le risque de vous donner la parole parce que quand vous la prenez, vous bouillonnez tellement d'impatience que du coup, vous ne respectez plus personne. Est-ce qu'il n'y a pas de problème en matière à éduquer la jeunesse? Non, mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, il faut le dire ici, je n'encourage pas des dérapages. Là, ça nous rassure. Non, écoutez... non, mais vous savez, il y en a qui, lorsqu'on leur tend le micro, ils oublient qu'on est en train de... Et puis, voilà, c'est parti au quart du tour. Il faut nuancer les choses. Le sentiment de la frustration, parce qu'on a beaucoup d'amour pour le pays et beaucoup d'amour pour celui qui nous dirige. Et de l'autre côté, de la colère mal orientée. Mal contenue, mal canalisée. Je pense que ceux qui sont irrespectueux sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas comme nous. C'est des gens qui ont déjà des intentions. Hein. C'est des gens, quelquefois, quand on les suit, on comprend qu'il y a quelque chose derrière. Ici, déjà, moi, je ne fais pas partie d'un parti politique. Je suis quelqu'un, je suis un citoyen, je suis un patriote. Parlez au nom de la jeunesse, justement, pas de vous personnellement. Mais c'est pourquoi je dis que je ne fais pas partie d'un parti politique. Je suis un jeune, je suis un citoyen. Donc, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, quand on les suit, on comprend qu'ils ont plus ou moins des idées derrière la tête. Ils ont des intentions déjà bien construites. Des agendas cachés. Voilà. Et moi, quand je parlais de cadre où la jeunesse viendrait... Une maison de la jeunesse, par exemple? Par exemple, où la jeunesse viendrait s'exprimer. Mais écoutez, il doit y avoir des règles. Par exemple, celui qui vient parler au président de la République ou à une telle autorité, à une autorité quelconque, à un ministre, mais il faudrait du reste, il faudrait observer justement des valeurs. Il faut une certaine mesure axiologique. Vous permettez, Dixon, une question avant la réaction de... Dixon, une question avant la réaction de Christella. Quelqu'un demande, est-ce que pour s'adresser au président de la République, la jeunesse ne devrait pas s'adresser plutôt au ministre de la jeunesse? Mais pourquoi on décide de s'adresser au président? Non, mais il y a un ministre, il y a tout un ministère. M. Alexis, oui. Moi, je pense qu'il faut dépasser ce stade-là. Il faut qu'aujourd'hui, personnellement, il faut que le président se passe des intermédiaires. Qu'il aille dans le bain lui-même, discuter avec ses jeunes pour qu'il en tire une conséquence. Voilà. Dans tous les départements du pays. Parce que lorsque ça ne marchera pas, c'est lui qui sera le seul et l'unique responsable. Donc les jeunes ne croient plus au gouvernement. Hein? Écoutez. Non, mais si vous ne croyez pas, reconnaissez. Parce que vous demandez au président de la République de mettre de côté les intermédiaires. Non, pour cette année, pour cette année 2024, il a lancé qu'il descende, qu'il rencontre. Et qu'il soit vraiment face aux jeunes dans tous les départements. Au contraire de nous montrer que finalement, il s'est ressaisi, qu'il voudrait... Non, ils ne se sont peut-être pas ressaisis. Les jeunes ne croient plus à ce gouvernement. Oui, on vous écoute. Je vais aller dans le sens de papa et de Dixon. Tout ce qu'on veut dire, c'est que je suis étudiante à Bayardel. Mais vous êtes très belle dans cette tenue africaine en même temps. Tout ce qu'on veut dire... En communication, en documentation, précisément, on parle du document primaire et le document secondaire. Le document primaire, c'est lorsque vous parlez, par exemple, vous venez dire je mange le riz. Le document secondaire, on prend vos propos, on le met sur papier. Ce ne sera pas exactement la même chose que ce que vous avez dit.
n'est-ce pas? Donc, concernant le président, c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas être des documents secondaires, on veut être des documents primaires. On veut que le président puisse entendre avec nos mots, qu'il puisse comprendre avec nos mots à nous. Super. On ne veut pas pas d'intermédiaire, pas de cafouillage. Député, ministre, autre, plus jamais. J'avais dit en amont, c'est vrai. Lorsqu'on donne la parole à la foule, on ne peut pas la contrôler. Il y aura toujours de petites choses ou de personnes à ne pas écouter. C'est au président de faire maintenant la sélection. Il y aura toujours des jeunes qui ne seront pas polis, il y aura toujours des jeunes qui ne seront pas objectifs, mais il y en a aussi qui auront des objectifs et il y en a aussi qui auront une vision pour le pays. Donc, au président de faire la sélection tout en allant dans le bain. Justement, c'est en allant dans le bain qu'il fera la bonne sélection. Non, mais nous sommes d'accord avec vous. Dickson, ne perdez pas le fil de vos idées. Nous sommes d'accord avec les jeunes sur cet aspect-là. Il y a eu trop d'intermédiaires durant trop d'années. Et du coup, il n'y a pas eu... le message n'est pas allé direct. Et du coup, on s'est retrouvé devant ce que Dickson appelle ce fossé énorme entre les intentions et la pratique sur le terrain. Mais cette fois-ci, même à la lumière du patriarche, il dit, il recommanderait, il suggérerait, comme ça là au conditionnel, au chef de l'État, puisque chaque fois qu'il y a problème, ça retombe sur lui. Chaque fois que nous avons compté sur les députés, les conseillers, les ministres et autres, ça retombe sur lui. Cette fois-ci, comme il vient de décréter, Excellence, respectueusement, ce serait bien que vous preniez votre bâton de pèlerin et que vous regardiez à rencontrer les jeunes de tous les départements de Brazzaville vous-même et que vous les écoutiez et que vous puissiez échanger avec eux et que vous puissiez trouver la façon de réaliser afin que 2024 soit vraiment l'année de la jeunesse dans les faits. Sans oublier qu'une année quinquennale, un programme quinquennal serait les bienvenus, mais nous ici, nous avons dit 5+2. Pour redresser cette jeunesse-là et lui donner une orientation, lui maximiser les chances, ce serait bien qu'il y ait au minimum 7 ans exclusivement réservés à la jeunesse. Monsieur Alexis, oui. Je voulais, on a parlé de tout, mais il y a une chose. Il nous reste 5 minutes. Oui, je sais. 2, papa. Et je veux toujours se dire ceci, qu'il faut que nous revalorisons aussi l'enseignement. Ah oui, c'est très fort. Il faut revaloriser l'enseignement. Parce qu'il faut qu'on reconstruise beaucoup d'écoles primaires. Je me souviens à l'époque, tous les 10 km, il y avait une école officielle ou une école catholique. Aujourd'hui, l'école laïque n'existe presque plus. C'est maintenant les écoles privées qui sortent de terre comme des champignons. Bon, elles sont de quelle qualité? Peut-être, est-ce qu'ils sont de qualité douteuse? C'est vraiment douteux. Donc, il faut qu'on revienne à l'école publique. Tant qu'on ne reviendra pas à l'école publique, je pense que la jeunesse continuera toujours à sombrer. Il faut qu'on refasse ce plan-là, ce plan-là qu'on discute aussi. Et il faut amener les jeunes Congolais à aimer notre pays. Tu sais, on n'aime pas le Congo, les jeunes. Non, les jeunes... On veut sortir. Oui, il faut aimer le Congo. Même sortir seulement, c'est pas seulement... Ils vont chercher ailleurs, mais aimer notre pays, notre patrie. Hein? Être fier d'en être ailleurs, mais qu'on aime le pays. À l'honneur à le défendre. Et je pense que l'autorité devrait aussi se poser des questions. Pourquoi le jeune Congolais, le citoyen congolais n'aime plus son pays? Pourquoi il a une préférence? La préférence, c'est soit la France, soit la Belgique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un pays d'Europe. Pourquoi cette réalité? Nous assistons aujourd'hui à l'exode même des cerveaux, des talents pour l'Europe. Mais pourquoi ça? Comment faire pour arrêter ce phénomène? Il faut se poser des questions. Moi, je dirais aussi, dans la construction même, dans la mission même de la promotion, de l'évolution ou encore du développement d'une nation, il faut aller sur la base des comparaisons aussi. Le Congo dans les années 70, 65, 75, 80, le Congo était quoi? Le Congo avait quoi comme avantage? En comparaison avec d'autres pays comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Togo, est-ce que le Congo avait plus d'avantages? Si oui, et le Congo d'aujourd'hui, est-ce qu'il a préservé ses avantages? Et sinon, pourquoi il n'y a plus ces avantages-là? Il faut se poser des questions. Et je vous rejoins en parlant... 30 secondes, on est arrivé à la fin. Il y a beaucoup à dire quand même. Mais oui, mais pas dans une émission seulement. Bon, je vais aller de 30 secondes. D'un raisonnement à un autre. Mais je voudrais quand même rejoindre Christella, qui parlait justement de cadre.
d'organiser. Évidemment, quand on parle de cadre, je fais allusion à une organisation où on ne recevrait pas n'importe qui. Oui, on sélectionne toujours ceux qui vont représenter les jeunes. Vous savez pourquoi? Parce que dans des administrations, il y a des réalités où quelquefois je me pose des questions. Est-ce que ça, le président est au courant de ça? Il y a une vraie discrimination où, parce que tu n'es pas de telle tribu, tu n'es pas de ceci, on ne peut pas donner du travail. Ça, c'est des choses où, dans le cadre dont je parle, s'il arrivait qu'on mette en place un tel cadre, les jeunes viendraient dénoncer les choses. Et en ce moment-là, le président s'informerait davantage et de façon pertinente des problèmes qui minent cette société. Très bien. Parce que très bien. Pas que ceux qui nous représentent disent véritablement ce qu'ils constatent ou ce que nous... Mais on a déjà compris depuis le départ que tous les intermédiaires là ne jouent pas leur rôle. Qu'ils soient conseillers, députés, DG ou quoi. Oui, on est à l'atterrissage, oui. C'est votre conclusion, oui. Ici, je souhaite les meilleurs vœux. Je souhaite les meilleurs vœux à monsieur le président de la République. Voilà, là maintenant c'est arrivé. J'ai ma façon à moi de voir les choses. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Mais ici, je voudrais dire ceci. C'est comme je disais, 30 secondes, on est à l'atterrissage, Dixon. Je ne me laisse pas emballer, je voudrais dire ceci, qu'on a assez écouté des discours, monsieur le président de la République. Nous attendons de vous des actions concrètes. Rencontrer les jeunes, parler avec les jeunes, écouter les jeunes, pour justement le développement de ce pays. 30 secondes, oui. Que ce discours a réveillé beaucoup de choses. Les jeunes ont beaucoup de mots et j'espère vraiment et j'ai l'espoir que cette année sera un début pour guérir tous les maux que la jeunesse congolaise possède. Très bien. Non. Moi, je voulais dire une chose seulement. Oui, 30 secondes, si vous le permettez, et je demanderai au chef de l'État s'il peut me donner des fonds pour justement imprimer d'autres livres. Je voudrais que ce document-là soit un document qui soit vulgarisé, qu'on en fasse même un livre de classe, par exemple en terminale ou quoi, qu'on en extrait des sujets de bac. Donc, des moyens pour que... Non, on est à l'atterrissage, oui. Monsieur Dieudonné, oui. Dans l'optique de la réflexion sur ces problèmes que nous évoquons, on pourrait travailler avec des écrivains. Puisqu'il y a des écrivains... Oui, 30 secondes pour dire les choses. Sur les problèmes de société. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans la résolution justement des problèmes de l'État, on travaille en connivence, on conjugue les efforts, c'est un appareil qui fonctionne. Très bien. Les jeunes, même pour résumer leurs pensées, ils ont des problèmes. Voilà, 2024, année de la jeunesse, nous étions donc avec Dixon Klaus Pimbi, Christella Bemba, ils ont fait thèse et antithèse et nous avions eu la lumière du patriarche, notre papa, bien-aimé, écrivain de son état, diplomate de la génération de ceux qui ont perdu la jeunesse d'aujourd'hui, qui se rattrape avec cri du cœur pour la jeunesse congolaise, et donc il y a eu à boire et à manger pour l'intérêt de tous. Et avec mon pardon à la jeunesse. Avec le pardon à la jeunesse. Donc, en résumé, le président de la République a intérêt lui-même de descendre sur le terrain, d'avoir ce bain de foule des jeunes, de les écouter, d'échanger avec eux pour que les choses se passent correctement et que 2024 soit vraiment l'année de la jeunesse. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.